Donc, bienvenue en ce matin d'hiver à notre webinaire sur les alternatives de virtualisation. Je me présente, Martin de Marinis, responsable du pilier DCI, Data Center Infrastructure chez ITI. Je suis chez ITI depuis le mois de mai dernier. J'ai par contre œuvré au sein de l'industrie depuis là, plus d'une quinzaine d'années, entre autres chez EMC ainsi que chez HPE. Ça me fait plaisir de vous rencontrer ce matin. Mon collègue Gabriel va se présenter, puis ensuite on va entrer dans le vif du sujet. Merci Martin. Donc, bonjour, mon nom est Gabriel Gosselin. Je suis directeur de l'équipe de services conseil en transformation infonuagique. Donc, principalement tout ce qui touche les technologies Microsoft Azure ainsi que Azure local. Excellent. D'abord, en entrée de jeu, ce qu'on trouvait important de faire, c'était un peu de passer à travers les choses qui ont changé chez VMware depuis l'acquisition de VMware par Broadcom. Mettre un peu de contexte sur les changements, voir un peu les impacts que ça a eu sur la façon de se procurer VMware, les différences au sein des produits qui sont maintenant offerts, puis les incidences directes qu'on voit en entreprise, tant en entreprise qu'en fond que dans les institutions de secteur public, et un peu comment on peut mitiger ce risque-là, puis planifier un peu notre ligne du temps là, afin de bien répondre aux besoins de l'organisation, tant financiers qu'opérationnels. Donc, depuis l'acquisition de Broadcom, de VMware par Broadcom, il y a eu un changement drastique, c'est-à-dire que la seule façon maintenant de pouvoir acheter les licences VMware, c'est en mode souscription. Donc, il n'y a plus de licences perpétuelles qui sont disponibles. Donc, chaque type de produit vendu par VMware l'est seulement et uniquement en mode souscription. Un autre changement important qui a une incidence quand même assez grande chez les différentes organisations, c'est que les licences VMware maintenant se vendent strictement par tranche de 16 cœurs de CPU. Donc, pour une organisation, par exemple, qui aurait déjà une infrastructure matérielle sur laquelle résident les licences, ben, du jour au lendemain, si on n'a pas aligné le nombre de licences par multiple de 16 ou le nombre de cœurs par multiple de 16, mais on a un risque de devoir payer plus de licences lors du renouvellement que ce qu'on a vraiment besoin. Donc, c'est quand même important comme nuance, puis on va en parler un petit peu plus tard, là, des différentes options là, qui sont disponibles pour pouvoir gérer ça de façon optimale. Ensuite de ça, évidemment, ben, les options disponibles de solutions ont été restreintes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il y a une prédominance de la part de VMware de vendre et d'installer à travers le marché les licences VCF, Virtual Cloud Foundation, qui, de façon simple, c'est l'agglomération de l'ensemble des solutions disponibles chez VMware, licenciées à travers une seule licence. Donc, c'est la Cadillac des produits. Forte dominance en matière de mise en marché de la part de VMware. Les durées de contrat varient entre 3 et 5 ans. Donc, c'est assez difficile d'avoir moins que ça, quoiqu'on a vu des instances où, après des négociations serrées, les renouvellements d'un an ont pu avoir lieu. Mais typiquement, ce qui est préconisé par l'organisation, c'est d'y aller avec des licences de 3 à 5 ans. En général, une des choses qu'on a remarqué dans le marché aussi, c'est que seulement VCF va être escompté de façon relativement agressive de la part de VMware. Si jamais vous avez l'occasion d'acheter un autre type de licence, soit ESX ou Foundation, le prix vendant va être très, très près du prix de liste. Donc, les niveaux d'escompte sont quand même assez restreints, ce qui a une incidence évidemment sur le portefeuille là, des différentes organisations. Puis finalement, il y a un changement assez structurant là, qui a eu lieu dans l'écosystème de distribution de licences. Avant les changements qui ont été mis en place l'été dernier, vous aviez l'option de pouvoir acheter des licences VMware à travers l'écosystème de revendeurs à valeur ajoutée, là, un peu comme ITI,
et des différents manufacturiers. C'est-à-dire que vous pouviez placer une commande chez un manufacturier de matériel, puis d'y ajouter à même la commande les licences VMware. Depuis les changements, c'est plus une option qui est possible. C'est-à-dire que les manufacturiers ont perdu leur droit de distribution et VMware vend à travers l'écosystème de partenaires revendeurs les licences et à travers la distribution. Donc, normalement, si vous aviez à mettre en branle un projet qui inclut des licences de virtualisation VMware, vous devriez probablement placer une commande pour les licences. Et si vous avez besoin de matériel, vous aurez besoin de placer une commande pour le matériel aussi, une deuxième commande. Il y a quelques exceptions, entre autres chez Dell, où la solution VxRail, par exemple, inclut toujours VMware. Mais elles sont très rares, ces options-là, et la majorité des gens doivent maintenant considérer avoir deux processus d'approvisionnement distincts pour pouvoir se procurer du matériel ainsi que les licences VMware. Qu'est-ce que ça veut dire pour les organisations? Bon, bien évidemment, il y a une augmentation de prix de 3 à 4 fois, puis là, on est très, très conservateur. J'ai vu des instances où c'était plus autour de 10 à 15 fois l'augmentation de prix. Spécialement les organisations qui sont maintenant forcées d'acheter du VCF et qui auparavant consommaient un autre type de licence. VMware a catégorisé les différentes institutions et organisations en segments d'entreprise. Les grosses organisations telles que le secteur public, par exemple, les banques, les institutions d'assurance, ont été catégorisés comme étant des clients stratégiques pour VMware. La réalité derrière ça, c'est que ces clients-là, maintenant, n'ont aucun autre choix que de se procurer du VCF. VMware ne leur vous vendra pas des licences autres que VCF. Ce qui fait en sorte que si vous étiez auparavant un client qui consommait des licences vSphere, par exemple, ben, du jour au lendemain, lors du renouvellement, vous allez devoir vous procurer des licences VCF, ce qui fait en sorte que l'augmentation des coûts est très, très, très élevée. Et en toute honnêteté, je vous dirais que depuis le mois de juin dernier, chez ITI, environ 8 rencontres clients sur 10 visent à évaluer les alternatives des organisations par rapport à VMware. C'est quoi nos choix? C'est quoi nos options? Comment est-ce qu'on peut faire pour réduire nos coûts? Évidemment, ça attire beaucoup l'attention. La plupart des usagers qu'on rencontre planifient de quitter VMware. Maintenant, planifier et le faire, c'est deux choses différentes. On va en parler tantôt. Mais surtout les PME et le M dans PME. Parce que ces organisations-là tombent dans une catégorie où l'augmentation de coûts est importante. Le parc de licences est relativement gros. Donc, une augmentation de 4, 5, 6 fois sur 700-800 VM, ça commence à apparaître. Et plus souvent qu'autrement, ça vient consommer presque l'entièreté des budgets d'opération des TI d'une organisation. Puis là, ben, on n'a adressé aucun nouveau besoin, aucun exercice de modernisation. On fait juste renouveler la virtualisation. Donc, c'est quand même problématique. Ce que j'ai remarqué aussi dans le marché, c'est que la plupart des organisations vont probablement devoir renouveler une fois l'environnement VMware, pour la simple et unique raison que ça prend quand même une certaine planification pour introduire une alternative dans l'environnement. Et si la période de renouvellement est relativement courte, moins de 3 à 4 mois, ça devient difficile d'éviter un renouvellement. Donc, il faut le prévoir. Il y a quand même des trucs à mettre en place pour pouvoir intégrer une alternative. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des considérations matérielles, des considérations de réseautique, des considérations de besoins d'affaires. Donc, il y a quand même plusieurs choses à évaluer, puis on prévoit que ça prend un 3 à 4 mois à mettre ça en place. Un des constats avec lequel on en vient, c'est que depuis des lunes, les organisations ont souvent une approche de compétition à l'intérieur des achats qu'ils vont faire dans les TI. C'est-à-dire que pour les environnements de serveurs, on va souvent considérer avoir deux différents manufacturiers.
Pour les besoins de stockage, même chose. On va considérer avoir besoin de 2 manufacturiers. Pour pouvoir garder tout le monde honnête, on va avoir ce que nos amis anglophones appellent un dual vendor strategy, une stratégie à 2 manufacturiers ou plus pour garder la compétition élevée. Par contre, on n'a pas vu ça dans le monde de la virtualisation. On l'a fait partout dans le data center, mais on ne l'a pas fait en virtualisation. Puis on se ramasse aujourd'hui avec une seule solution, ce qui augmente notre dépendance à cette solution-là, puis qui rend les choses compliquées aujourd'hui. C'est correct de considérer avoir plus qu'une solution de virtualisation au sein de l'organisation. La réalité fait en sorte que ça va être difficile de complètement sortir de VMware. Vous devrez probablement garder une présence de VMware au sein de votre centre de données. Mais vous avez l'opportunité d'ajouter une deuxième solution à votre environnement, de faire en sorte que ça demeure compétitif, puis de faire en sorte de réduire vos coûts aussi, sans nécessairement avoir à considérer un remplacement complet de votre parc de virtualisation. Un élément, je pense que, Martin, il faut se dire, c'est que c'est sûr que ça fait 10-15 ans qu'on roule sur du VMware. Quand je parle à nos clients, quand je parle à des CIO à travers les derniers mois, une partie du concept, je pense que c'est ce qui fait aussi la réalité qu'on s'attend à ce que la plupart des clients renouvellent au moins en partie leurs infrastructures via VMware. C'est que c'est sûr que tout le staff, toute la connaissance qu'on a bâtie autour de la virtualisation avec VMware, qu'on a depuis des lustres, ben là, c'est sûr qu'on arrive à un moment où on n'est plus juste à changer de vendor, mais on est à changer de technologie. Donc, la hauteur du changement qui est devant nous autres est beaucoup plus élevée que les années précédentes. Absolument. Absolument. Puis, de sorte aussi de trouver une façon de réduire la dépendance en matière de budget et d'investissement. L'introduction d'un deuxième manufacturier peut se faire de façon relativement tranquille, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de prendre de risques inutiles si on sent qu'il y a un risque à prendre. Ça nous permet d'intégrer une deuxième solution en mode, par exemple, test dev, puis de là aller en production tranquillement, puis de se bâtir un parc là, de différenciateurs. Et à terme, on va en parler plus tard dans la présentation, mais à terme, les alternatives, c'est une façon de dérisquer notre environnement en matière de budget financier, mais ce n'est pas la destination finale. La destination finale à plus long terme réside dans l'adoption des conteneurs, faire en sorte que les applications peuvent être déployées sous n'importe quel type d'agent de virtualisation, que ce soit dans l'info nuagique, sur site, sur VMware, sur Hyper-V, sur Red Hat, sur n'importe quel engin de virtualisation. C'est là où s'en va l'industrie. Et à terme, il va falloir considérer moderniser notre parc pour faire en sorte d'introduire les conteneurs. Puis ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire plus tard. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le court terme, c'est-à-dire dérisquer un peu notre environnement, introduire une nouvelle plateforme de virtualisation, puis faire en sorte de réduire nos investissements requis là, pour garder les lumières allumées, tout simplement. Donc, rapidement, je suis conscient que ce n'est pas une diapo super le fun à regarder. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Ça me ferait plaisir de vous la faire parvenir si ça vous intéresse. Là, vous allez avoir nos informations de contact plus tard dans la présentation. Vous les aviez au début. Petit courriel, je vais vous faire parvenir ça. C'est un tableau très simple qui résume un peu 3 différentes options de virtualisation. Aujourd'hui, on va concentrer la présentation du webinaire sur Azure Local, anciennement appelé Azure Stack HCI. Mais sachez qu'il existe d'autres solutions aussi et on pourrait en parler avec vous là, avec plaisir. AHV, complètement à droite, c'est la solution développée par Nutanix. Évidemment, Nutanix, c'est une plateforme hyper convergée. Donc, stockage, réseau, serveur dans un nœud, c'est défini par logiciel. Puis la technologie AHV se rapproche beaucoup des fonctionnalités de VMware.
Évidemment, là, toutes les fonctionnalités d'autres disponibilités des VM existent. C'est vraiment centré sur les VM. Évidemment, aussi, la portion de gestion de stockage est vraiment intéressante. Donc, on pourra en parler davantage. C'est une solution qui est multi-cloud. Donc, il y a des intégrations dans Azure, dans l'info nuagique de Nutanix, ainsi que dans AWS. Et c'est licencié à travers les plateformes logicielles de Nutanix. Il y a beaucoup d'ajouts qui peuvent être faits, par exemple du database as a service, etc., etc. Ça convient aux organisations qui déploient qui déploient ou qui opèrent ou qui considèrent opérer des environnements hyper convergés. Azure Local, même chose. On va passer la présentation sur Azure Local. Même chose en matière d'hyperconvergé. C'est-à-dire que c'est une solution qui est déployée sur des environnements hyperconvergés de tout acabit. VMware étant très ouvert en matière de technologie que supporte VMware en matière de matériel, Azure Local l'est tout autant. C'est-à-dire qu'il y a plus de 175 serveurs différents de tous les manufacturiers qui sont supportés par Microsoft avec Azure Local. C'est une intégration très, très, très étroite avec les services infonuagiques d'Azure. On va en parler beaucoup tantôt. C'est évidemment inclus, et c'est une beauté de la solution Azure Local. Si aujourd'hui, vous consommez des licences data center de Windows sous Software Assurance, les licences d'Azure Local sont incluses. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas d'investissement supplémentaire à faire pour pouvoir opérer l'environnement d'Azure Local. On va parler de certains bienfaits de l'intégration dans Azure tantôt, mais en matière de retour sur l'investissement, pour une solution probablement que vous achetez déjà, c'est-à-dire les licences Windows, de pouvoir bénéficier d'Azure Local de façon gratuite, c'est évidemment un avantage immense. C'est idéal, si vous avez un tenant Azure, de considérer la solution Azure Local. Même si vous avez des tenants sur d'autres fournisseurs cloud, l'intégration avec Azure est tellement intéressante que c'est un sweet spot qui est vraiment important. Petite diapo en anglais, ça provient de Gartner, puis il n'y a pas de version française, donc on va y aller avec cette diapo-là. Ce qu'on voit dans le marché actuellement, c'est que 80% des organisations, suite aux changements qui ont été apportés par Broadcom en matière de virtualisation, considèrent moderniser leurs infrastructures, tant matérielles qu'applicatives, pour pouvoir un peu réduire, à terme, éliminer la dépendance aux hyperviseurs. 10% des organisations considèrent aller vers une plateforme cloud infonuagique de VMware. Puis je vais en parler un petit peu plus de mon bémol quant à ça. Et 10% vont décider de faire un remplacement total et complet de leur solution matérielle et hyperviseur pour aller se dérisquer complètement là, de l'emprise de VMware. Au niveau de l'hyperviseur, très important de considérer deux choses. Je vais reculer d'une diapo parce que j'aurais voulu en parler un peu plus tôt. Si l'hyperconvergence, ce n'est pas un mode qui vous convient, pour toutes sortes de raisons, de gouvernance, de performance, d'expertise à l'interne chez vous, et vous devez demeurer en architecture 3 tiers, c'est-à-dire serveur, réseau, stockage, SAN ou NAS, ou vraiment un environnement traditionnel. La troisième alternative, c'est vraiment KVM Linux, donc une solution Linux open source. Chez ITI, on préconise des licences qui sont supportées, même pour du open source. Donc, une solution à la Red Hat, par exemple, ce serait préconisé. Déjà, si on importe un changement de stratégie en matière d'hyperviseur, si en plus de ça, on ajoute le risque d'intégrer une solution qui n'est pas supportée par un manufacturier précis, le projet devient très risqué. Nouvelle solution,
non supporté pour remplacer une solution qui a fait ses preuves et qui est supportée, c'est un grand risque qu'on ne recommande pas à nos clients de prendre. Red Hat a une version de Linux qui est supportée, supportable, qui a fait ses preuves. Donc, en mode 3 tiers, architecture 3 tiers, la seule option valide, c'est du open source à la Linux, car les deux autres qu'on vous présente à l'écran sont dédiés à de l'hyperconvergence. Si je reviens à mon tableau. Une petite note là-dessus, Martin. Il y a des plans, évidemment, là, au niveau de Azure local de supporter les architectures 3 tiers, mais c'est des plans qui ne sont pas prêts pour l'instant. Donc, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Exact. Exact. Donc, si je reviens à mon tableau de Gartner, il y a quand même 20 des organisations qui vont décider de rester avec VMware pour toutes sortes de raisons. Il y a certaines organisations qui ont développé ou optimisé leurs applications pour utiliser VMware, être déployées dans un environnement VMware. Il y a aussi certaines applications qui ne supportent que VMware. Donc, dans un environnement où les applications qu'on a déployées ne supportent qu'un hyperviseur, ça va être difficile de changer. Donc, il y a quand même 20 qui considèrent rester avec VMware. Maintenant, en matière de changement à court terme, les deux catégories du centre, c'est-à-dire l'hyperviseur puis de l'architecture distribuée d'hyperconvergence, ben, la plateforme Azure locale correspond quand même aux deux. C'est-à-dire que 35 des gens vont considérer ce type de plateforme-là. Azure local bénéficie de l'engin de virtualisation de Microsoft qui est Hyper-V. Hyper-V correspond au changement d'hyperviseur qu'on voit, la braquette de 30 Mais en plus de ça, c'est une intégration dans le tenant Azure, donc dans le cloud. Et ça fait en sorte qu'on a maintenant accès à une architecture qui est complètement distribuée dans le cloud et sur site. Pas obligé d'avoir l'intégration, mais c'est un bienfait, c'est une valeur ajoutée, évidemment, d'avoir la possibilité de bouger nos données, nos applications d'un endroit à l'autre de façon transparente en utilisant le même type d'outils de gestion. Dernier petit point sur cette diapo-là, VMware as a Service. Donc, les offres cloud pour VMware. Prenons par exemple, puis là, je vais prendre juste cet exemple-là. Azure a sorti, évidemment, il y a l'offre VMware sur Azure qui est intéressante, qui est beaucoup moins chère que d'acheter des licences aujourd'hui de VMware. Microsoft bénéficie d'un contrat qui a été signé il y a plus de 4 ans maintenant, qui va venir à échéance dans les prochains 18 mois avec Broadcom. Donc, à terme, ce que ça veut dire, c'est que lors du renouvellement de contrat de Microsoft, par exemple, il va y avoir une grosse augmentation de coûts, comme on l'a vu dans l'ensemble du marché, là, que ce soit le gouvernement américain, les gouvernements européens, AWS qui a décidé de se départir de son parc VMware. Personne n'y échappe, là. Donc, on prévoit là, avec une grande confiance que les coûts au niveau du cloud vont aussi augmenter de façon drastique, mais avec un petit délai. Donc, les organisations aujourd'hui qui considèrent aller vers une solution VMware dans l'info nuagique, bon, on considère que c'est un peu de pelleter le problème par en avant, c'est-à-dire qu'on s'évite une augmentation de frais maintenant, mais on va y goûter là, à terme, assurément, quand le contrat va prendre fin avec Microsoft et VMware. Donc, à considérer dans votre plan que ça s'en vient et que c'est une possibilité là, très, très, très réelle. Peut-être pour rajouter là-dessus, VMware as a Service peut tout à fait être une option, un peu un entre-deux. Ce qu'on commence à voir, c'est des clients qui ont besoin de rapidement dérisquer une partie de leurs infrastructures, qui vont le bouger vers là. La partie qui est importante à voir, en fait, c'est que c'est pas une fin. Donc, si on s'en va dans VMware as a Service, mais comme Martin dit, évidemment, on va rester à risque des augmentations de coûts. Mais l'autre chose aussi, c'est que on ne fait pas de migration quand on s'en va dans du VMware as a Service. Donc, on garde le même knowledge. On a l'avantage de ne pas être obligé de changer notre knowledge. Par contre, ça veut dire que ce changement-là, on l'a simplement repoussé dans le temps. Donc, ce qu'on commence à voir de plus en plus, c'est que les clients qui ont fait le choix, par exemple, d'aller vers du VMware as a Service, ben, ils sont déjà en train de travailler sur leur solution alternative parce que
ils auront besoin de migrer en dehors de VMware d'une façon ou d'une autre. On ne fait que le retarder dans ce temps-là. Tout à fait. Merci, Gabriel. Donc, je vais passer la parole à Gabriel qui va entrer plus en détail dans la solution Azure Local. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Pourquoi c'est une solution qui intéresse tellement d'organisations de plus en plus? Donc, Gabriel, le plancher est à toi. Merci, Martin. Je commencerai peut-être par faire un petit retour en arrière. Comme vous le voyez dans le titre de la présentation, puis encore dans certains des logos, on parle de Azure Stack HCI ou de Azure Local. C'est un changement de nom qui a été fait par Microsoft, là, je crois, au mois de novembre, si je ne me trompe pas, durant la conférence annuelle de Microsoft. Euh, Ce que je trouve intéressant derrière ça, c'est que, Azure Stack HCI n'est pas nouveau. Il existe depuis un certain temps. Euh, D'une façon ou d'une autre, Microsoft travaille sur Azure Stack HCI depuis presque une dizaine d'années. Donc, on n'est pas nécessairement dans un produit qui est neuf. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'avec non seulement le changement de nom, mais aussi l'arrivée de nouvelles fonctionnalités, ben, c'est un élément de focus très important au niveau de la stratégie Microsoft. Pour ceux qui auront vu la présentation du CEO de Microsoft au Microsoft Ignite là, il y a quelques mois, il a passé près de 30 de sa présentation annuelle sur Azure Local. Ça nous envoie quand même un message assez fort sur l'intention de Microsoft de bâtir et de supporter cette plateforme. Donc, si on parle un peu de qu'est-ce que c'est Azure Local, ben, la première chose que je vous dirais, c'est que c'est un entre-deux intéressant. En le fond, Azure Local, évidemment, à la base, c'est une plateforme de virtualisation hyper convergée. Comme Martin le disait, ça va ressembler à des plateformes comme ce qu'on a sur Nutanix. Ce qui est intéressant derrière la plateforme, ben, c'est qu'on utilise le portail Azure pour gérer la plateforme. Donc, c'est aussi pour ça ce qu'on dit, c'est les clients qui ont déjà un petit peu d'environnement au niveau de Microsoft Azure. Ben, on a un premier avantage, c'est qu'en quelque sorte, on peut se retrouver avec un peu une seule console pour gérer l'ensemble de notre parc à infrastructure as a service. Ce qui est encore plus intéressant, c'est le support des solutions PaaS. Je vais y revenir un peu plus loin, mais l'ajout de App Service pour l'hébergement web, de AKS pour l'hébergement Kubernetes, de Azure Automation pour l'exécution d'automatisation PowerShell et d'Azure Virtual Desktop, ça vient vraiment changer l'attrait d'une plateforme. On ne reste plus juste à héberger des VM, mais on parle plus d'héberger des services à valeur ajoutée. Et évidemment, bien, le fait qu'on se retrouve avec le portail Azure, on a accès à tout le reste des fonctionnalités qui sont disponibles dans Azure. Donc, c'est la promesse en quelque sorte que Microsoft nous fait là, c'est de bâtir une expérience cohérente entre le centre de données, notre périphérie, puis l'info nuagique. Quelques petits éléments additionnels. Dans le fond, la solution, elle est basée évidemment sur des technologies qui existent depuis très longtemps chez Microsoft, qui sont Hyper-V et Storage Space. Depuis le changement de nom et l'ajout de fonctionnalités au niveau de Azure Local, on a un support matériel excessivement large. On peut y aller du serveur tour à un CPU jusqu'à un centre de données complet. La quantité de solutions disponibles est excessivement élevée. L'autre chose, en termes de sécurité, beaucoup des fonctionnalités qu'on avait dans Azure qui sont assez critiques à notre couche de sécurité se retrouvent aussi sur Azure Local. Trusted Launch, BitLocker, la sécurité réseautique, Defender. Enfin, au niveau de flexibilité opérationnelle, on vient ajouter deux éléments avec Azure Local qui, encore une fois, changent un petit peu la game. Le premier, c'est le mode déconnecté, qui est en preview pour l'instant, mais donc le mode déconnecté sera un mode qui permet aux gens d'héberger leur propre version du portail Azure. Si on veut être 100% déconnecté du cloud, ce qui n'était pas possible avec l'ancienne plateforme d'Azure Stack HCI. L'autre chose, on rajoute Lifecycle Manager, qui permet non seulement de gérer les mises à jour d'Azure Local, mais aussi toutes les mises à jour de drivers et de plateformes qui viennent avec. Donc, l'idée, encore une fois, c'est
créer une expérience cohérente. Si j'ai besoin de mettre à jour mon environnement, je n'ai pas besoin de mettre à jour mes serveurs, puis après ça, mes drivers, puis après ça, ma plateforme. Tout est géré sur une seule interface. Pas avancer, Martin. Donc, ça nous amène un peu au constat que Martin faisait tantôt, c'est que je pense qu'il y a une réalité qu'on voit dans le marché, c'est qu'il y aura très peu de clients et de gens qui seront 100% cloud. Et il y aura aussi très peu de gens qui seront 100% sur site. On revient un petit peu en quelque sorte à la notion de hybrid cloud. L'avantage, évidemment, qu'on vient essayer d'aller chercher ici, mais en ayant une cohérence de plateforme, on se retrouve avec la capacité de bouger des charges de travail entre ce qu'on a sur site et ce qu'on a du côté cloud. Donc, un exemple typique de ça, mais évidemment, si je suis en train de créer une ferme de VDI et que je manque d'espace physique dans mon centre de données, j'ai l'avantage maintenant de pouvoir l'étendre du côté Azure et vice-versa. Comme je le disais, en termes d'uniformité, on se retrouve dans une seule plateforme pour gérer ça. Et ça va nous amener aussi à faire une gestion de nos risques. Parce qu'un challenge qu'on demande à nos équipes techniques, c'est qu'aujourd'hui, ils ont une plateforme de virtualisation d'un côté, une plateforme de stockage, une console de gestion, une console d'automatisation, des consoles de sécurité. Ça devient excessivement difficile pour les gens de toujours tout voir parce qu'ils se retrouvent nécessairement entre 20 différentes plateformes. Donc ici, l'idée, c'est, oui, on a plusieurs environnements, mais on est capable d'un peu tout voir notre environnement de façon centrale. Donc ça évite qu'on manque des éléments comme ça. Comme je vous disais aussi, bien, évidemment, comme on est assis sur le portail Azure, bien, si vos gens ont suivi des formations pour utiliser Azure Cloud, pour utiliser le portail Azure, bien, c'est sûr qu'en termes de gestion du changement, c'est une intégration qui est beaucoup plus facile. Puisque là, dans le fond, si je sais comment créer une VM dans Azure, bien, à quelques boutons près, ça va être presque la même expérience sur un cluster Azure local. Donc, c'est assez simple à faire. Puis le dernier point, bien évidemment, comme je disais tantôt, comme maintenant notre support matériel est excessivement élevé, ce qu'on commence à voir de plus en plus, bien, c'est aussi la possibilité de réutiliser, de valoriser des infrastructures existantes. Comme le support matériel est de plus en plus large, bien, il y a de plus en plus de systèmes préexistants qu'on peut même convertir à des solutions Azure locales. Tu peux m'avancer d'une slide, s'il te plaît? Un élément que je trouve toujours ultra important à parler avec nos clients, c'est que on parle de cloud maintenant probablement depuis les 15 dernières années. Et le cloud, tout le monde a un peu sa définition. Mais il y a un élément pour moi qui je trouve est un élément qu'on oublie souvent, c'est que la vraie valeur ajoutée d'un cloud, qu'il soit un cloud privé, qu'il soit un cloud public, peu importe où on se retrouve, sa vraie valeur ajoutée est dans son offre Platform as a Service. Héberger des VM, ça ne vous amène pas plus loin. C'est nécessaire. Il y a des systèmes qu'on a encore besoin d'héberger sous forme de VM, puis c'est important de pouvoir le faire. Mais c'est une fonctionnalité de base maintenant, l'hébergement de VM. Ce qu'on cherche de plus en plus à faire, c'est de pouvoir justement aller chercher des services à valeur ajoutée qui vont nous permettre à l'organisation d'évoluer plus rapidement. L'exemple classique que je donne souvent aux gens, puis je vais prendre celui-là en premier exemple, c'est Azure Kubernetes Service. Si vous avez des gens qui ont suivi le cours de formation sur comment installer Kubernetes, ils ont probablement suivi un cours de 5 ou de 10 jours. C'est une installation qui est complexe, c'est une gestion qui est complexe. Et encore une fois, on dédie des gens à gérer des environnements pour après pouvoir innover. Donc, nos gens ne sont pas focusés sur faire grandir la business, ils sont focusés sur gérer des systèmes. Donc, un premier exemple de ce que Azure Local va venir nous ajouter en termes de PaaS, Azure Kubernetes Service, c'est un service Kubernetes 100% automatisé qui nous reste qu'à apporter nos workloads, qui est simplifié à l'usage et qui est inclus dans la plateforme. Donc, demain, j'ai des besoins de Kubernetes,
je peux avoir accès à une version supportée par Microsoft automatiquement installée sur mon environnement. Un autre grand avantage va être au niveau VDI et Remote Desktop. On a vu quand même durant, surtout les 2-3 dernières années, la fragmentation des solutions de virtualisation de VDI, que ce soit au niveau de Citrix, que ce soit au niveau de Horizon et des autres offres. Ce pas des entreprises qui sont particulièrement en santé en date d'aujourd'hui. Et la réalité, c'est que ce qu'on voit de plus en plus chez certains de nos clients, c'est qu'ils disent, ben, j'aimerais pouvoir accéder aux solutions de Virtual Desktop de Microsoft, mais auparavant, elles n'étaient disponibles que du côté cloud. Et là, encore une fois, ici, avec l'offre Azure Local, on vient rendre cette solution-là disponible à l'interne. Et encore une fois, on la simplifie. Donc, plus de déploiement de connection broker, de SQL, de gateway pour créer un environnement VDI. Tout ça est géré par Microsoft et il ne nous reste qu'à apporter nos machines. Donc, évidemment, ça nous permet, surtout si on a soit de l'équipement valorisé ou si on a des enjeux de latence ou de support GPU, ça va nous permettre de régler ces enjeux-là. L'autre chose, c'est que, évidemment, ben, la solution AVD, qu'elle soit dans Azure Local, dans Azure Cloud, c'est la seule à supporter Windows 11 multisession. Donc, en termes de gestion des coûts, ça nous permet d'utiliser les licences Office 365. Donc, si vous avez des gens qui sont sur les licences Office 365 supportées, rajouter Azure Virtual Desktop dans un environnement Azure Local, c'est pratiquement gratuit aujourd'hui. Niveau application web, on a Azure App Service. Donc, encore une fois, on vient rajouter de la simplicité dans notre infrastructure, de l'hébergement web, encore une fois automatisé pour déployer des applications simples. Ça fait partie intégrante de la solution Azure Local. Donc, comme je dis, je ne veux pas passer trop de temps sur cette partie-là, mais l'important quand on regarde une plateforme comme ça, c'est de regarder pas juste qu'est-ce qui me permet de virtualiser, mais à terme, comment cette plateforme-là va me permettre de simplifier mes opérations puis d'aller plus vite en termes technologiques. On peut aller à la suivante. Donc, la question, c'est un peu aussi, ben, comment ces éléments-là peuvent nous aider dans notre gestion de tous les jours. Donc, je reviens un peu sur des éléments qu'on a déjà un peu discutés. Le premier, c'est notre gestion de risque. Comme aujourd'hui, on demande aux gens de gérer plein de systèmes hétérogènes, bien, on se retrouve souvent avec deux grands enjeux. Premièrement, on a souvent une dépendance sur des consultants externes parce qu'on a besoin d'un spécialiste pour X, un spécialiste Y. On n'a pas cette connaissance-là à l'interne. Et l'autre chose, bien, on se retrouve avec des défis de sécurité. Puisqu'encore une fois, on se retrouve avec des systèmes un peu partout, d'être capable d'avoir une visibilité, de voir où est-ce qu'ils sont mes enjeux de mise à jour, mes enjeux de visibilité, mes enjeux de patching, de sécurité. Là, on a une plateforme pour les voir tout d'un coup. Donc, ça va nous permettre de faire face à certains de ces défis-là avec la même équipe qu'on a déjà. On va aller plus loin. Comme je le disais, l'autre élément, ben, c'est sûr qu'en termes de gestion du changement, ça fait probablement 20 ans que nos gens sont habitués d'utiliser VMware. Donc, à choisir une nouvelle plateforme complètement inconnue, c'est sûr que le challenge qu'on a, c'est que là, on a non seulement à maintenir notre plateforme existante, on a peut-être déjà un peu d'éléments du côté cloud, puis là, ben, je vais venir y greffer une nouvelle plateforme que mes gens vont devoir apprendre. Donc, on demande à nos gens de stretcher non seulement leur visibilité, mais on leur demande de stretcher leur connaissance à travers beaucoup, beaucoup de choses différentes. Évidemment, la promesse un peu d'Azure Local, c'est comme on se retrouve dans le portail Azure, ben, si vous avez déjà de l'infrastructure Azure, si les gens ont déjà suivi une formation sur Azure, c'est le même portail, qu'on soit en mode déconnecté ou en mode connecté, c'est le portail Azure tel qu'on le connaît déjà. Donc, ça nous permet d'éviter ce cycle d'apprentissage-là, ou du moins de le raccourcir au plus bas possible. Suivant. En termes de modernisation, mais comme je vous le disais tantôt, le challenge aussi qu'on se retrouve, c'est que là, on a une plateforme de virtualisation existante qui nous demande plus de budget sans nous apporter plus. On a un changement qu'on veut faire dans notre organisation qui
qui lui-même, changer de plateforme de virtualisation, n'ajoute pas beaucoup de valeur. On remplace 4,30 sous par une pièce. Mais en parallèle de ça, on nous demande quand même toujours au niveau TI de rendre les systèmes disponibles plus rapidement, de les rendre plus redondants, de permettre à nos développeurs ou à la business d'innover. Donc là, on se retrouve dans une recette qui est difficile à faire. Donc encore une fois, en simplifiant nos opérations et surtout en ayant accès à des solutions Platform as a Service comme AKS, comme App Service, comme AVD, ben, on va permettre à la business de s'accélérer dans cette transition-là, au lieu de se ralentir. Tu peux avancer d'une slide. Enfin, comme je disais tantôt, au niveau de valoriser l'existant, ben, premièrement, on a maintenant beaucoup de support. Je pense que tu le disais, là, Martin, il y en a plus de 150 qui sont certifiés en date d'aujourd'hui. Exactement. On voit de plus en plus de clients qui font des preuves de concept ou même des migrations avec de l'équipement existant. Et surtout, mais quand on parle de valoriser l'existant, comme on disait dans le grand tableau, c'est de valoriser aussi les licences qu'on paie déjà. Si vous avez Microsoft 365, si vous avez Windows Server Data Center avec Software Assurance, ces licences-là incluent déjà les morceaux pour rouler Azure local. Donc, on peut maximiser l'investissement qu'on en fait là et en plus aller chercher les éléments à valeur ajoutée qu'on a parlé plus tôt. Un élément que je trouve qui est super intéressant aussi à mentionner, c'est que avec l'utilisation de Azure ou de Azure local, on se retrouve aussi avec un droit d'usage pour les Extended Security Updates. Donc, pour les clients qui auront des versions de Windows qui sont arrivées en fin de support, qui ne sont supportées qu'en Extended Security Updates, ben, sachez qu'encore une fois, ça peut être un moyen de s'accélérer et de se dérisquer, puisque ça va venir inclus dans la plateforme. C'est un élément qui est super important, puis je veux renforcer cet aspect-là. Souvent, oui, OK, il y a certaines licences Windows qui sont en fin de vie, qui existent encore dans certains centres de données parce qu'on n'a pas eu le temps de faire une migration puis de passer à la version subséquente. Mais ce n'est pas la majorité, ça, c'est l'exception. La très grande majorité des licences Windows qui existent encore en centre de données sont là parce qu'ils ne sont pas facilement changeables ou facilement mis à jour parce que c'est des systèmes legacy qui utilisent ces licences-là parce qu'il y a des freins et des embûches à passer vers une version plus récente. Il y a deux façons de le faire dans le fond. Il y a soit on paye pour des ESU supplémentaires, ce qui coûte extrêmement cher. Ceux qui ont dû le faire dans le passé, vous savez que c'est loin d'être négligeable comme coût. Il y avait comme deuxième alternative avant la mise en place d'Azure Local d'aller dans Azure. Donc, si vous allez dans le cloud Azure, évidemment, c'est pris en charge, puis vous avez accès à vos security updates, puis vous pouvez continuer à opérer ces licences-là en toute tranquillité. Et maintenant, Azure Local aussi. Donc, Azure Local devient une destination possible. Donc, des systèmes qui seraient sur site, pas migrables dans le cloud, avec une licence qui est désuète, qui est encore existante dans nos centres de données pour toutes sortes de raisons. Ben maintenant, on peut aller sécuriser cet environnement-là sans avoir à dépenser des centaines de dollars par mois pour pouvoir le faire. Donc, si je résume un peu la proposition qu'Azure Local nous apporte, mais elle vient en 4 points. Premièrement, sa gestion unifiée. Donc, évidemment, une seule interface qui est le portail Azure. Le support pour toutes les règles de compliance et d'automatisation qu'on connaît déjà dans la plateforme Azure. En termes de gestion du changement, on a une seule plateforme à apprendre. Encore une fois, on raccourcit notre cycle. En termes de flexibilité, on vient chercher, oui, notre virtualisation de base qu'on cherche à remplacer, mais en plus de services à valeur ajoutée qui vont nous permettre de s'accélérer. Et tout ça à travers des licences qui, si vous avez Windows Server Data Center sous Software Assurance, sont principalement gratuites. Donc, c'est un peu la proposition que Azure Local nous fait pour nous aider dans cette transition-là.
Je vous laisserai un peu avec 3 mots. Puis c'est une simplifier, moderniser, dérisquer. C'est une discussion que j'ai eue avec un de nos clients il n'y a pas très longtemps. Je rencontrais le CIO d'une compagnie dans le domaine industriel à Montréal qui me disait, il dit, écoute, Gab, moi actuellement, si j'avais à te résumer mon année actuelle, mais aussi mes 3 prochaines années, je te le résumerais sur ces 3 mots-là. Je veux simplifier mon organisation au maximum, éviter de devoir toujours faire affaire avec des consultants puis des environnements hétérogènes. Je veux pouvoir moderniser mes infrastructures pour pouvoir répondre aux besoins des affaires. Et je veux surtout dérisquer mon environnement, que ce soit en termes de coûts, évidemment liés au renouvellement de licence, mais aussi en termes de sécurité. Ce qui me disait, ce qui m'empêche de dormir aujourd'hui, c'est en termes de budget, si je dois renouveler VMware à 3, 4, 5, 6x du prix actuel, ben, ça bouffe une bonne partie de mon budget, c'est pas l'ensemble, là. Mais l'autre chose, c'est que ça n'adresse pas les enjeux de sécurité et de compliance qu'on a dans l'organisation. Pendant que je m'occupe de mettre des dollars à cet endroit-là, je ne les mets pas où est-ce que je sais que j'ai des lacunes. Donc, c'est pour ça qu'il me disait, dis-moi, c'est les 3 mots qui vont résumer actuellement les priorités de nos affaires. Puis je trouve que c'est 3 mots qui reflètent bien un peu l'état du marché en date d'aujourd'hui. Donc, c'est le bout un peu plus pitch de vente. Euh, comment on peut vous aider à travers ça? On peut vous aider, évidemment, à plein d'endroits différents. Le premier, ben, si vous n'avez pas de zone d'accueil. Donc, la zone d'accueil dans Azure, c'est un peu la fondation. On veut bâtir une maison, d'habitude, on met au moins une dalle de béton pour s'assurer qu'on ait un environnement solide sur lequel bâtir. Azure est le même principe. Une zone d'accueil pour nous permettre autant l'usage de Azure local que de Azure Cloud avec toutes les informations qu'on a besoin, l'automatisation, le monitoring, le support, la sécurité, la standardisation, la compliance, puis la gestion des accès. Une autre façon dont on peut vous aider, slide suivante, preuve de concept. Donc, on a plusieurs, et je vois certains clients là, avec lesquels on est déjà là, en travaux là-dessus. Des preuves de concept. On a un environnement Azure local qui est disponible pour des démonstrations dans nos centres de données, qu'on peut même venir vous faire visiter là, sur site, pour vous permettre d'expérimenter avec la plateforme ou bien d'installer un environnement de preuve de concept, soit sur du matériel existant ou du nouveau matériel, à relativement faible prix. Donc, c'est un peu notre zéro à héros pour un faible montant. Ensuite, bien évidemment, migrer, c'est souvent quelque chose que nos équipes internes ne font pas beaucoup. On a simple et bonne raison que généralement, ils sont plus dans l'opération que dans la transition. Donc, évidemment, on offre des services de migration. Ce qui est intéressant avec notre service de migration, c'est que non seulement il est à prix fixe, mais on charge au résultat. Donc, nous, on charge un prix fixe par machine qu'on bouge et vous ne payez à la fin que pour les machines qu'on a bougées. Donc, non seulement ça vous évite le risque financier de vous embarquer dans un projet qui, des fois, peut être plus ou moins long, donc faire varier notre budget, mais on garantit aussi nos résultats en arrière. Donc, c'est un très bon moyen de dérisquer cette transition-là, le temps de la faire. Un autre aspect d'expertise en matière de migration, c'est qu'il y a aussi une évaluation à prendre en considération de l'environnement actuel et des applications qui résident sur ces environnements-là pour faire en sorte qu'on planifie la migration de façon optimale, à ce que ça prenne le moins de temps possible et qu'on rencontre le moins de pépins possible. Donc, on a évidemment toute l'expertise pour pouvoir passer à travers cet exercice-là. C'est pour ça qu'on voulait en parler ce matin. Notre
je pense, notre dernier point du pitch de vente. Je ne suis pas sûr que c'est le dernier. Mais évidemment, ben, on offre aussi des services gérés. Un élément qui est intéressant à savoir à propos de nous autres, c'est que tout l'environnement, que ce soit Azure ou Azure local, on a une équipe qui est spécialisée là-dedans. Et souvent, ce que j'explique aux gens, c'est que il y a, il y a- il y a beaucoup de gens qui connaissent la plateforme Azure, mais aussi la plateforme AWS, puis la plateforme Google, puis la plateforme VMware, puis etc., euh, qui sont capables de gérer le système. Nous, dans le fond, ce qu'on croit, c'est que pour être capable d'extraire le maximum de ces plateformes-là, que ce soit en local ou en cloud, ça prend des gens qui sont dédiés à ça. Microsoft, dans la dernière année, a fait plus de 10 000 mises à jour dans le programme. Il y a plus de 300 produits différents à travailler à Azure. Ce que je dis souvent, c'est si on trouve quelqu'un qui est capable de gérer, qui connaît les services, les 300 services de Azure, AWS, c'est à peu près l'équivalent, 300 services, puis Google aussi. Si on trouve quelqu'un qui est capable de gérer les 300 services Azure, les 300 services AWS et 300 services Google, ben, je vous dirais que vous avez devant vous une licorne. Ça existe, on en voit une fois de temps en temps dans notre vie, mais il n'y en a pas des tonnes. Donc, nous, à la place, on a vraiment bâti une expertise spécifique à Azure. Les gens de notre équipe qui travaillent là-dessus ne font que ça. Ils se réveillent sur Azure, ils vont se coucher avec. Euh, et donc, on a aussi bâti toute notre solution de service géré, non seulement autour de cette équipe-là, mais autour des éléments natifs de Azure. Donc, un bon exemple, c'est que j'ai vu à travers les dernières années beaucoup de fournisseurs gérer Azure avec de l'installation d'agents qui seraient les mêmes agents qu'on déploie sur des environnements traditionnels. Encore une fois, ben, c'est souvent des couvertures qui ne sont pas complètes, qui demandent beaucoup de friction. On oublie des fois de mettre des agents sur certaines machines, donc on les a pas couverts. Notre solution est assise sur la solution Azure Lighthouse, qui nous permet, dans le fond, un onboarding sans friction, sans agent, et qui nous assure toujours que même si un client crée une nouvelle ressource demain, elle est toujours couverte par notre système de service géré. Donc, ça peut être un bon moyen, encore une fois, de se créer un peu un filet de sécurité. Et ce qu'on a vu de plus en plus à travers les dernières années, c'est qu'on a des clients qui vont dire, you know what, je vais prendre les services gérés pendant 3, 6, 9 mois, le temps de ma transition. Je veux m'assurer que j'ai un filet de sûreté s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Puis je veux m'assurer que j'ai du support post-migration les premiers temps. Mais après, je veux aussi bâtir mon équipe pour être capable d'être indépendant. On offre des services gérés qui sont disponibles aussi sans contrat. Ils vous permettent de dire, moi, j'en ai besoin de 3 mois, j'en ai besoin de 3 mois, j'en ai besoin de 6 mois, j'en ai besoin de 6 mois. On veut être là où est-ce qu'on sert. On ne veut pas être là parce que vous avez un contrat puis vous êtes prêts avec nous autres. Donc, c'est pas mal le pitch de vente du côté service. En plus de pouvoir avoir accès à des ressources exceptionnelles, vous auriez même l'occasion de passer du temps avec Gabriel si jamais vous avez une discussion avec les services gérés. Donc, je vous encourage à contacter Gabriel et son équipe là, pour pouvoir voir comment on pourrait vous aider. Comment on peut prendre action à très, très court terme? C'est un petit spoiler, un petit teaser ce matin. ITI investit des ressources et des fonds dans la mise en place d'un centre d'innovation. Donc, on vous encourage à nous contacter. Contactez votre directeur de compte. Si vous ne savez pas qui votre directeur de compte est chez ITI, envoyez-moi un courriel pour que je le chicane ou que je la chicane. Non, sans blague, contactez-moi. On va trouver qui s'occupe de vous, s'assurer que vous ayez une communication directe pour pouvoir prendre rendez-vous avec nous pour venir expérimenter les environnements Azure local directement dans nos bureaux avec des équipements qui sont flambant neufs. Donc, on est très excités de cette annonce-là. Pour les gens d'ITI qui sont sur la ligne, vous l'entendez pour la première fois. Donc, ça s'en vient. Ça va être annoncé en grande pompe là, dans les prochaines semaines. Vous allez aussi avoir l'opportunité, lors de votre visite au centre d'innovation, d'utiliser vous-même les outils, naviguer à travers le portail,
voir en temps réel à quoi ressemble une migration, le déploiement d'un service, etc., etc. Donc, on vous encourage fortement à nous contacter. On a des bureaux à Laval, à Québec, ainsi qu'à Ottawa, avec des environnements qui sont disponibles là, pour vous. Donc, gênez-vous pas. Sur ce, on est un peu d'avance. On va rester, on sait qu'on ne peut pas vous entendre, vous ne pouvez pas nous parler, mais on va rester pour pouvoir répondre à vos questions dans le chat. Je vais laisser la diapo actuelle à l'écran, comme ça, si vous voulez prendre en note nos informations contact, vous pourrez le faire. Puis on va s'assurer d'aller voir sur le chat là, pour répondre. Je sais qu'on a répondu au courant de la présentation, mais Gabriel et moi allons nous joindre au chat pour pouvoir aller répondre à vos questions. Donc, du fond du cœur, je vous remercie au nom d'ITI, Gabriel et de Merci moi-même beaucoup. d'avoir participé à ce webinaire-là. On demeure toujours disponible pour aller vous rencontrer. Donc, gênez-vous pas, on est là pour ça. Puis ça nous ferait plaisir là, de se rencontrer face à face sur Teams ou autour d'un café pour approfondir un peu les différents sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de journée et à la prochaine. Merci et bonne journée.